Attaque de Tadej Pogačar. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Attaque de Tadej Pogačar. À plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez Lucas, aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour bien le débrief du Tour de Lombardie. Grande surprise, Tadej Pogačar a gagné. On va en parler un petit peu de cette course et puis on va faire un petit peu aussi le bilan de la saison des classiques tant qu'on y est pour ce dernier monument de la saison qui a donc sacré Tadej Pogačar. Alors les records, les chiffres, on va en parler aussi un petit peu et se projeter sur l'année prochaine. On va voir ça avec moi aujourd'hui pour parler de ce Tour de Lombardie, mais pas que. On parlera peut-être aussi un petit peu de Paris Tour tout à l'heure. Lohan Benati, journal Sud-Ouest, est avec moi. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, on va pas jouer les surpris, on va pas jouer une fausse surprise ou une fausse joie. Tadej Pogačar a gagné tout simplement parce que c'est tout simplement le cycliste le plus fort aujourd'hui en 2025. Était champion du monde, champion d'Europe. Il n'y avait personne pour lui battre sur ce Tour de Lombardie qui le remporte pour une 5e fois de suite. C'est la première fois qu'un coureur remporte un monument pour la 5e fois consécutive. C'est aussi la première fois qu'un coureur dans la même saison fait podium sur tous les monuments. Tadej Pogačar qui affole les compteurs tout simplement cette année. On pensait difficilement qu'il pouvait faire mieux en fin de saison dernière, la preuve que si. Ah oui, c'est sûr qu'il a fait bien mieux que la saison dernière. Hein. De toute façon, faire podium sur 5 monuments en une année, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. T'as tout dit, hein. On va pas se lancer dans une analyse tactique de sa victoire. Il a aucun rival, il attaque quand il veut, il décroche quand il veut. Il est tout simplement intouchable et la question, c'est combien de temps ça va durer? Ouais, exactement, parce que t'as des Pogačar qui vient d'avoir 27 ans, se rapproche finalement, mine de rien, de la fin de sa carrière. Et son pic de forme, tu vois, le pic de sa carrière, passer de l'autre côté de la montagne et commencer à régresser, on se demande quand ça va arriver pour le Slovène qui finalement... aujourd'hui n'a pas grande concurrence. On avait parlé dans le podcast précédent notamment des championnats d'Europe de Remco Evenepoel. On se demandait s'il se rapprochait un petit peu. Remco Evenepoel qui a pris une moins grosse claque déjà que l'année dernière. Là il a pris que 1,48 cette année sur ce Tour de Lombardie. L'an dernier il avait pris 3 minutes 16 avec la même tactique de rouleau compresseur pour Tadej Pogačar avec une grosse accélération notamment dans le Passo di Ganda avec une équipe comme à son habitude en rouleau compresseur. Oui, Kenji Vine qu'on a vu encore très actif aussi sur Lombardie qui a fait un gros boulot, voilà, avec une équipe UAE qui a approché les 100 victoires cette année, qui est performante, qui gagne quasiment à chaque fois qu'elle est alignée quelque part. Donc c'est sûr qu'avec une équipe comme ça et un coureur comme Pogačar, ça devient impossible pour les autres. Par contre, tu vois, moi je pense que Remco se rapproche. Alors je pense qu'il le dépassera pas, mais je pense qu'il se rapproche, hein. Et sincèrement, après son Tour de France, je me suis dit une année peut-être un petit peu compliquée pour lui. Ça a été une grosse déception. Il s'est vachement bien remobilisé et il fait des championnats excellents. Encore sur le Tour de Lombardie, alors, on a vu un score impressionnant, mais Remco il s'est clairement affirmé là en cette fin de saison comme le deuxième coureur de ce peloton. Et c'était pas acquis d'avance. Même devant Jonas Vingegaard. Moi je le trouve plus complet. Ce qu'a fait Remco sur le contre-la-montre. On parle de profil montagneux parce qu'après il y a Mathieu Van Der Poel notamment sur les Flandriennes. Oui, bien sûr. Mais quand on voit ce qu'a fait Remco sur le contre-la-montre de Kigali, ça a été l'une des rares claques dans la saison de Pogačar. Moi, honnêtement, Remco, il m'a impressionné. Je le voyais peut-être pas aussi, je vais pas dire fort, mais pas aussi, en tout cas, régulier. On l'a vu récemment beaucoup s'énerver aussi. Sur le Tour, ça s'est très très mal passé pour lui. Mais au final, il a vachement bien relevé la tête et maintenant la question, ça va être qu'est-ce qu'il va viser pour l'année prochaine. On rappelle que Remco Evenepoel va changer d'équipe, passer à la Red Bull Bora-Hansgrohe. Juste les chiffres par rapport à Tadej Pogačar, 20e victoire sur le Lombardia cette saison et c'est la 94e, en tout cas il y a 94 victoires aujourd'hui
pour la team UAE. On sait qu'il y a notamment le Tour de Gongchi où ils sont encore capables d'aller en accrocher avec Narvaez. Vas-y. Non, non, oui, tu l'as dit, Pogacar avec 20 victoires et juste derrière, je pense que tu as vu la stat aujourd'hui avec la nouvelle victoire de Paul Magnier, c'est Paul Magnier avec 15 victoires qui est le 10e coureur à avoir le plus gagné cette saison. On va en C'est parler quand un petit même, peu de Paul Magnier en fin de podcast parce qu'il nous fait une fin de saison assez incroyable. un Paul en éclipse note, mais la perf est quand même assez remarquable. Ouais. Ouais, complètement. Tadej Pogacar, alors on va mêler Pogacar et Evenepoel qui sont aux deux premières places du Lombardia. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur les commentaires sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast après le podcast sur les Europes où notamment certains se sont posé des questions par rapport à ce qu'on avait dit dans le podcast, notamment sur le fait que Remco a calé derrière Pogacar par rapport à Sexas aussi. On avait une vision un peu française peut-être pour certains sur le fait que Remco a calé derrière Pogacar et que Sexas on le brandissait au rang de héros. Alors après Remco aujourd'hui il veut boxer dans la catégorie de Pogacar là où Sexas n'y est pas, donc forcément le jugement je sais pas qu'il est biaisé mais en tout cas il est différent. Faut dire aussi que sur ce Tour de Lombardie, Pogacar il a même pas utilisé Isaac Del Toro. Tu parlais du travail de Jevine, ils ont utilisé Isaac Del Toro comme une deuxième cartouche avec la volonté de faire le doublé. On peut totalement pas juger Remco comme on juge Paul Selsas. Bah oui. Ça c'est évident. Maintenant, ce qu'a fait Paul Selsas sur le championnat d'Europe, c'est il était quand même pas loin de rivaliser avec Remco. Donc mais évidemment que tu ne peux pas juger, tu ne peux pas avoir la même échelle de valeur de jugement par rapport à Remco et par rapport à Paul Selsas. On va parler de Paul Sexas juste après, on aura un thème Paul Sexas qui a accroché son premier top 10 sur un monument à tout juste 19 ans, bon, c'est la première fois depuis 1917 si le chiffre n'est pas sorti de ma tête. On avait aussi certains, parce que on se pose beaucoup la question quand Pogacar attaque derrière, mais comment ça s'organise. C'est très intéressant notamment, alors Paul Sexas on va déborder vite fait sur lui parce que dans sa tournée médiatique qu'il effectue en début de semaine après le Tour de Lombardie, il expliquait notamment que sur ce Lombardia il expliquait que en fait ils étaient déjà à fond et qu'au moment où ils s'attendaient à ralentir, c'est là où Pogacar a attaqué. Et on a vu Remco Evenepoel n'a même pas cherché finalement à le suivre parce que c'est là où il peut finalement exploser. Remco Evenepoel, on sent que après les claques qu'il a pris aux mondiaux, aux Europes, aussi au Tour de France, bon bref, il a pris plusieurs claques par Pogacar. C'est un Remco Evenepoel qui essaye d'un peu plus gérer quand Pogacar est devant, et d'ailleurs certains nous disaient notamment c'est bien de critiquer la tactique des Belges, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, beaucoup de critiques mais peu de solutions. Alors là on va revenir au championnat d'Europe, finalement dire que on peut aussi ne pas laisser la course aux Slovènes, la course aux Belges, voilà, on refuse de rouler parce qu'on sait que Pogacar est plus fort, et puis derrière après on met un Belge à l'avant, et puis on arrête de rouler complètement et on laisse Pogacar faire son travail tout seul. On peut aussi organiser des tactiques comme ça pour essayer de piéger Pogacar, il y a bien un moment donné où il va perdre de toute façon. Je pense qu'ils ont essayé depuis le temps quand même. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à le piéger. Après, Remco, moi, je le trouve super intelligent dans sa gestion. Je trouve qu'il a vraiment gagné en gestion de course. C'est-à-dire qu'il s'affole pas, il sait que c'est le plus fort, il se met à son train, et petit à petit, il décroche les mecs qui essaient de s'accrocher. Storer en dernier lieu au Lombardia. Je pense aussi que il se rappelle, il a vu aussi Ayuso et Del Toro dans une moindre mesure aux mondiaux. Ils ont essayé de s'accrocher à Pogacar qui connaissent très très bien, ils ont explosé. Donc au final, ça a été le plus malin, le plus intelligent, et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de maîtrise et beaucoup de sang-froid, contrairement à ce qu'il peut laisser parfois apparaître dans sa gestion de fin de course ces derniers temps, et on l'a vu encore. C'est au surtout Lombardie. du gros caractère qu'il a en fait, Remco Evenepoel. C'est un énorme caractère. Oui, comme tous les champions, je pense. Peut-être plus gros caractère que Pogacar. Moi, j'ai jamais vu Tadej Pogacar s'énerver de cette manière-là. Bon, il n'a pas beaucoup perdu depuis son arrivée, notamment la victoire sur le Tour de France en 2020. Mais sincèrement, même lorsqu'il perd contre Vingegaard sur les 2 tours que remporte Vingegaard en 2021 et 2022, j'ai jamais vu Tadej Pogacar s'énerver de cette manière-là. C'est vrai. 2022-2023. C'est vrai, peut-être qu'il est plus en maîtrise de ses émotions. Avec Tadej Pogacar, alors on revient à la question de départ, peut-il faire mieux l'année prochaine ? Bon, 20 victoires, podium sur tous les monuments.
très sincèrement, il va axer sa préparation de début de saison sur Milan-San Remo qui commence petit à petit à devenir, alors je vais pas dire son objectif parce que ça l'a toujours été sur le début de saison, mais ça va commencer peut-être à lui trotter dans la tête un petit peu de se faire toujours battre avec notamment les records de montée sur la Cipressa et le Poggio cette année, sans réussir à lâcher Mathieu Van Der Poel. On sait que Mathieu Van Der Poel se rapproche de la trentaine aussi et est un petit peu plus vieux que Tadej Pogacar, donc il y a bien un moment donné où Pogacar, voilà, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est le gros objectif de ce début de saison pour lui, 2026. Il y a bien un moment donné où j'allais dire où il va battre Mathieu Van Der Poel, mais en tout cas, là, ça va être vraiment la volonté de peut-être axer sa préparation sur des efforts beaucoup plus punchy pour lui. Ouais, ben, je pense qu'il a montré l'an dernier qu'il était capable de jouer la gagne. Enfin, évidemment, ces dernières années sur San Remo, mais on l'a vu aussi sur Paris-Roubaix l'an dernier. Alors, est-ce que San Remo sera plus un objectif pour lui que Paris-Roubaix? Il avait l'air Oui, quand même très très à l'aise l'an dernier sur les pavés. Comme tu dis, Van Der Poel, il approche aussi la trentaine. Il va commencer à devenir un peu moins feignant aussi dans ses attaques, dans son punch. Donc moi, je pense qu'il peut largement, enfin largement, je ne sais pas, mais je pense qu'il peut battre Mathieu Van Der Poel à la pédale sur San Remo et sur Paris-Roubaix dès l'an prochain. Vu en tout cas ce qu'il montre depuis quelques mois, voire quelques années, il a tout à fait dans les jambes. Après, San Remo, c'est particulier, c'est eh tactique, oui. il faut être malin. La Voilà, il faut Cipressa, faut être aussi, placé. tout à fait, et il faut aussi tomber peut-être sur des adversaires un petit peu moins forts. Voilà que n'a pu être Mathieu Van Der Poel ces dernières années. Donc moi, je pense qu'il les a dans les jambes. Je pense que c'est un objectif d'avoir les 5 monuments. Je pense qu'il veut terminer le jeu. En tout cas, moi, à sa place, c'est ce que je souhaiterais, c'est-à-dire tout gagner. Voilà. On verra quand est-ce qu'il voudra se mettre aussi retourner sur la Vuelta pour avoir les 3 grands tours. Je pense que pour un coureur comme lui, c'est quand même le minimum. Et puis si en plus il arrive à gagner les 5 monuments, je veux dire, voilà, il y aura plus grand-chose à dire. D'autant que Tadej Pogacar, enfin, l'année prochaine, pourra compter, alors en plus de Narvaez qui avait fait un énorme travail sur le Milan-San Remo de cette année, en 2025, l'année prochaine sur Isaac Del Toro. Je pense qu'ils vont aller le mettre notamment sur le Milan-San Remo pour essayer de faire un énorme travail dans la Cipressa, et peut-être que Isaac Del Toro, qui aujourd'hui semble devenir quand même un mini Poggi dans le profil, dans la confiance donnée par l'équipe UAE. On l'a vu notamment sur le Tour de Lombardie où il n'a pas été utilisé, où il était juste là. Mais Isaac Del Toro, à son âge, à son jeune âge, je crois que c'est 20 ou 21 ans, le Mexicain a montré que sur les grandes courses et grandes classiques, il était là, mais au-delà de 200 km, c'est un petit peu compliqué encore aujourd'hui, mais du fait de son âge, il y aura peut-être un relais supplémentaire. C'est ce qui manquait notamment dans le Poggio où Pogacar était tout seul face à Van Der Poel cette année. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que son équipe va l'aligner sur Milan-San Remo? C'est vrai qu'ils sont tellement fournis, UAE, que bon, je sais pas s'ils ont absolument besoin de Del Toro pour faire gagner Pogacar, mais clairement, tu parles Del Toro là sur les classiques de fin de saison en Italie, il était impressionnant, il était lui aussi intouchable. C'est vrai que ça pouvait ressembler un peu à du Pogacar, à la différence près que je pense que Del Toro ne gagnera jamais le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Ouais, avec aussi sa manière de courir, moi, Isaac Del Toro, dans sa manière de courir, de se mettre en danseuse. Il est assez euh, élégant. Ouais, mais oui, mais en fait, sur le vélo, mais j'ai vraiment l'impression de voir la copie parfaite, enfin la copie en tout cas, de Tadej Pogacar avec Isaac Del Toro, dans sa manière de se remuer, de se mouvoir, de se mettre en danseuse, de rouler. Sur ses attaques, il est tranchant, vraiment, il laisse aucune chance aux autres. On l'a vu tu parlais, hein, sur les classiques de fin de saison. Bon, bah voilà, on va peut-être avoir un Maintenant, appui avec Isaac Del Toro pour Tadej Pogacar. ouais, alors en voyant un petit peu plus loin, peut-être à moyen terme, la question c'est avec ce qu'il montre, combien de temps il aura envie, entre guillemets, de rester dans l'ombre de Pogacar. On l'a vu avec Ayuso, ça s'est pas très très bien passé. Voilà, c'est combien de temps Del Toro qui pourrait être leader dans n'importe quelle autre équipe, évidemment. Combien de temps il faudra rester dans l'ombre, entre guillemets, au service de Pogacar, même si je pense que l'an prochain ils vont se partager les objectifs et que logiquement on parle de lui sur le Giro et logiquement il se retrouve pas. Ouais, alors, il devait le gagner hein, cette année, le Giro.
Isaac Del Toro s'il n'avait pas été bête avec Richard Carapaz dans la dernière étape. Bon, dans l'avant-dernière Ils étape. aiment bien l'Italie, hein, les deux, autant Pogacar que Del Toro, Ouais. ça leur réussit bien. Ouais, mais si Pogacar en plus vise Paris-Roubaix, plus les Ardennaises, il pourra pas être au Tour d'Italie d'ailleurs où Je devait pense que être. tu as vu, parce qu'on n'en a pas parlé, mais que les médias belges ont évoqué cette hypothèse voilà, qui serait peut-être au départ du prochain Tour d'Italie. Ah, bon, sachant que Jonas Vingegaard, il me semble, est au départ Ouais. du prochain Ouais. Giro. Mauro Vegli, Peut-être Remco, qui est l'organisateur, voudrait vraiment ramener une énorme start list. Il devait le faire cette année, finalement, on n'avait pas eu tout le monde. Ah ben on peut avoir un très gros plateau, hein, parce que avoir aussi Remco, comment Red Bull va partager ses forces, hein, vu que l'équipe possède aussi plusieurs coureurs capables de jouer le général, que vont faire Lipovic, Del Toro, Roglic, Evenepoel. tout à fait, que va faire Almeida, non, ça, on va avoir un très beau plateau sur le Tour d'Italie, je pense. Ouais, Et Primoz si en plus, Roglic. pardon. Primoz Roglic, oui, il est toujours à la Red Bull Born l'année prochaine. Oui, pardon. Oui, il y avait des rumeurs de départ, Ouais, mais ouais, il me semble qu'il sera toujours là. Il va falloir qu'il se fasse une place quand même parce qu'il y a un très gros roster aussi ouais. Vas-y, je te laisse terminer. à Red Bull. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est pas grave, je t'ai coupé la chic. Remco Evenepoel pour terminer un peu sur ces deux premiers du Tour de Lombardie. On le sent. Alors, c'est toujours compliqué à dire qu'il se rapproche de Tadej Pogacar, tant Remco Evenepoel, tant Tadej Pogacar est en gestion à chaque fois sur ces courses-là. Mais on sent que Remco Evenepoel, dans ce qu'il a montré aux mondiaux, même au Tour de France, hein, il a fait podium sur le Tour de France, alors pas cette année, mais l'année dernière. Moi, en tout cas, si j'étais la Red Bull Bora de l'année prochaine, Remco Evenepoel, je l'enlèverais de l'objectif d'un classement général. Je le ferais rouler pour des étapes, des contre-la-montre, des classiques, des efforts beaucoup plus punchy et des efforts de très longue durée en haute montagne. J'ai l'impression qu'avec son gabarit qui est certes très puissant mais pas aussi fin par exemple qu'un grimpeur comme Jonas Vingegaard ou même comme Isaac Del Toro, hein, il est moins fin qu'un Del Toro. J'aimerais bien moi que Remco Evenepoel se réaxe un peu sur des efforts qui lui conviennent très bien. On sait notamment cet effort au seuil qu'il a au contre-la-montre, quoi. Oui, bah c'est l'un des meilleurs rouleurs du siècle et puis un excellent classic man, ça c'est clair. C'est un chasseur de classiques, c'est un homme de course d'un jour. Et on se rend pas compte du palmarès qu'il aurait si Tadej Pogacar n'était pas là. À voir ce que lui voudra aussi. Moi, je suis du même avis que toi. Je pense que pour jouer le général, moi, je le trouve un petit peu limité effectivement dans les efforts longs en altitude. Maintenant, moi, il m'a aussi impressionné sur cette fin de saison. Je le pensais pas aussi fort et aussi en forme. Donc, à voir ce que lui aura envie. Je pense qu'il aura quand même son mot à dire sur le programme avec Red Bull Bora. Mais bon, il y a quand même, arrête-moi si je me trompe, mais Jay Hindley, Giulio Oui, Pellizzari. oui. Je les ai oubliés quand j'ai cité Euh, Lipovic et Roglic, il y avait Jane Lee et Pellizzari, Lipovic, exactement. Roglic, tu vois, on est déjà à 5 coureurs capables clairement de faire un top 5 sur un grand tour. Donc, ouais, va falloir gérer les égos, va falloir établir de bons programmes de course. Et je pense quand même qu'il aura son mot à dire sur son programme. Mais je suis pas sûr qu'il se présente au départ du Tour de France en étant seul leader de la Red Bull Bora. Ouais, clairement, quand on voit ce qu'a fait eh bien Florian Lipovic. Lipovic cette année avec son podium, on se rend compte hein, très clairement et qu'il va y avoir une énorme concurrence. Bon, on a parlé de Pogacar et d'Evenepoel, on a fait un bon gros quart d'heure sur ces deux-là qui ont terminé aux deux premières places du Tour de Lombardie comme l'année dernière, podium complété par Michael Storer. On va parler en bref un peu des autres derrière avant de passer surtout à Paul Sexas. Storer, Quinn Simons qui a fait un énorme boulot, qui rate le podium pour 25 secondes, qui a attaqué au kilomètre 0 sur les 241 au départ. C'est vraiment Quinn Simons, le champion des États-Unis. Un effort comme ça, en échappée, où il a longtemps résisté, les grands raids solitaires, c'est vraiment ce qui lui convient, quoi. Ouais, Lui ça qui est me rappelle adepte un dans peu. ses entraînements, pardon, lui qui est adepte dans ses entraînements, des énormes sorties tout seul à l'entraînement aux États-Unis. Vas-y, pardon. Toute proportion gardée, ça me rappelle aussi un petit peu Ben Illy, tu vois, dans cette capacité à résister dans les efforts assez longs, continus. Et, ouais, il a encore fait un sacré numéro. Quinn Simons, il méritait quand même mieux de cette quatrième place qu'il a d'ailleurs célébré parce que maintenant, dans le vélo de 2025,
voilà, on célèbre les quatrièmes places tellement au-dessus, c'est compliqué. Puis tu as quand même un sacré top 10, hein. Tu l'as pas complété le top 10 de Lombardie, mais tu as quand même un Bah, très très je beau vais te le top donner 10. avec Del Toro 5e, Pidcock 6, avec ce sprint hein, pour la 5e place. Del Toro 5, Pidcock 6, Paul Sexas 7, Egan Bernal 8, Jay Vine 9 et Keanu Brooks 10. Là, regarde derrière un peu les noms: Adam Yates, Lenny Martinez 11-12, Yann Izagir, Bentelet. Bon, bref, c'était vraiment du costaud. Scaroni qui a fait 3ème des Europes, qui est 15ème de ce Lombardie, avec Piganzoli juste derrière. Oscar Handley qui était tout en haut sur le Tour de France, qui était 17ème. Bon, bref, c'est énorme, un énorme top 20 en tout cas. Ah oui, oui, bah franchement, c'est impressionnant. Je pense que tu avais tous les hommes en forme du moment. Voilà, ça s'est fait à la pédale. Les mecs en forme étaient devant, et puis au milieu, on retrouve un gamin de 19 ans, Paul Selsas, qui est bah, clairement déjà parmi les meilleurs. La passe décisive, on va en parler maintenant de Paul Sexas, parce que eh bien, Paul Sexas, après ce Tour de Lombardie, est allé faire une tournée médiatique, passage notamment à l'équipe, dans le Moscato Show sur RMC, dans Bistro Vélo sur Eurosport. Bon, alors, parmi ce qu'on retient, en tout cas moi, ce que je retiens de cette tournée médiatique, parce que déjà Paul Sexas est un gamin très mature pour ses 19 ans, qu'il a la tête sur les épaules, qu'il n'a pas envie de griller les étapes dans sa carrière. Et là, on va revenir sur un débat qu'on a eu en off tous les deux, Lohan, avec Paul Sexas. Voilà, il y a la volonté de faire un grand tour l'année prochaine, mais pas forcément le Tour de France. Il y a la volonté de cibler ses objectifs et de se rapprocher des top coureurs. Il dit aussi que l'écart d'âge avec Pogacar pourra peut-être lui permettre d'avoir un palmarès un peu fourni. Bah, tu vois, quand un Remco Evenepoel est un peu dans la même génération que t'as des Pogacar, il est un peu bah voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Que Paul Sexas, il est encore impressionné parce qu'il y a un an il regardait tous les mecs à la télé, et là cette année il court avec eux, en tout cas aux avant-postes avec eux. Voilà un petit peu ce que j'ai retenu pêle-mêle de sa tournée médiatique. Toi, t'en retiens quoi, toi? Bah écoute, ça confirme ce qu'on pense de lui, c'est-à-dire comme tu dis, qui dégage vraiment une impression. Alors c'est très jeune évidemment, il fait cette impression un petit peu physiquement juvénile, mais déjà la tête sur les épaules, déjà de quelqu'un qui donne l'impression de savoir où il veut aller. Je pense aussi qu'il est très très bien entouré. Je pense que le monde du vélo français aussi est assez attentif. Je pense que voilà, quand il y a des garçons comme Thomas Voeckler qui est par exemple sélectionneur de l'équipe de France, qui a parfaitement réussi ce qu'il avait prévu. Pour moi, je voyais pas d'un très bon œil le fait de l'envoyer aux Europes et aux Mondiaux. Effectivement, je trouvais que c'était peut-être un petit peu tôt. En faisant les chronos, bah, il a prouvé que non. Et ça, Vauclair, dans sa science de course qu'il a toujours eue, et sa science du vélo, bah, il avait très très bien vu. Ce gamin, bah, il déçoit jamais en fait pour l'instant. Il déçoit pas. On sait pas jusqu'où il peut aller. On sait pas où sont ses limites. Et effectivement, en interview, il donne. En tout cas, il dégage cette impression de quelqu'un de très mature avec la tête sur les épaules. Avec, on le rappelle, pour Paul Sexas, ben déjà c'est 2 premières médailles sur des championnats. Première médaille sur des mondiaux avec le relais mixte auquel il a participé. D'ailleurs, Bruno Armirail a dit que dans la bosse finale, il lui avait fait vraiment très mal hein, à Paul Sexas. Derrière, il a dit dans sa tournée médiatique en disant que bah, Bruno Armirail, moi, il m'a fait mal sur le plat. Donc voilà, c'était assez marrant. Et Paul Sexas qui avait fait 3ème des championnats d'Europe, on le rappelle aussi derrière Pogacar et Evenepoel et devant Scaroni. Bah, finalement, je suis parti voir ces résultats chez les pros cette année. Ouais. C'est sensationnel. C'est sensationnel. Depuis avril, depuis le Tour des Alpes, il a joué la gagne, où il a été prépondérant, acteur sur toutes les courses. Et regarde aussi, quand même assez incroyable. Mais ouais, incroyable. Et je regarde, moi, sa toute première course de la saison, c'est quelqu'un qui est de fin d'année, hein, Paul Sexas. Donc à 3 mois après, ce sera encore un junior cette année, hein, un junior de 2e année. Début février, début février, il fait 5ème de la Marseillaise, direct. Alors c'est que la Marseillaise, tu vas me dire, mais à 18 piges, Ah mais c'est exceptionnel. Les mots manquent pour qualifier de telle performance. Et puis derrière, après, c'est monté crescendo. Et tu vois, le Tour qui ne termine pas, il fait 10ème à Djebel Jaïs.
sur une World Tour. Ouais. Jebel Jais à 4 secondes de la victoire de Pogacar, qui s'est imposé devant Hanley, Félix Gall. Chicone, 5ème, tu vois. Il a devancé un Pello Bilbao sur cette montée, un Carlos Rodriguez, un Jevine. Donc c'est vraiment... Vraiment ce qu'il nous montre, Paul Sexas, alors après sur sa saison avant d'exploser, notamment sur le Tour des Alpes, on se souvient de ce doublé avec Nicolas Prudhomme où les consignes des directeurs sportifs c'était de faire gagner Paul Sexas, mais non, c'est Paul Sexas qui a pris, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que, alors, je voulais dire qu'il a fait 2ème de Paris-Camembert en manche de Coupe de France également au mois d'avril, mais sur le Tour des Alpes, les directeurs sportifs disent Sexas tu gagnes, lui il dit non, c'est Nicolas Prudhomme qui va gagner. Parce que moi j'aurai l'occasion d'en gagner plein. Nicolas Prudhomme n'a jamais gagné. Quand tu vois ce que ça a déclenché chez Prudhomme pour la suite de la saison, ce que Paul Sexas lui est capable de faire encore aujourd'hui et d'aller jouer avec les grands, il a acheté, entre guillemets, vraiment le terme acheté, il a acheté un équipier avec Nicolas Prudhomme qui va se saigner pour lui sur les prochaines années. Parce que là, c'est vraiment c'est de l'intelligence sociale au sein même d'une équipe quand même. Non, mais ça prouve aussi sa maturité et son intelligence, et je pense aussi sa bienveillance vis-à-vis de ses équipiers. Mais c'est vrai que c'est peut-être la victoire aujourd'hui qui le manque dans sa saison, quoi. Dans sa saison, c'est vrai que finalement, quand on voit derrière la saison qu'a fait Prudhomme, assez incroyable. 6 ou 7 victoires, je crois. Vraiment. Ah ouais, non, mais c'est assez hallucinant. C'est vrai, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais c'est vrai que derrière ce que ça a déclenché, en tout cas chez Prudhomme, c'est assez incroyable. Mais je pense qu'il regrette pas. Je pense qu'il regrette pas Celsas aujourd'hui d'avoir laissé cette victoire. Et effectivement, je pense qu'il en aura d'autres et d'autres de bien plus belles qu'une étape du puis Tour des Alpes. forcément cette 8ème place au Dauphiné, où il est aux portes du top 10 sur toutes les étapes de montagne, et notamment la 10ème place à Combloux. Voilà, 13ème au Mont-Cenis, remporté par Lenny Martinez la dernière étape, 11ème à Valmeinier, 1800, 10ème sur le contre-la-montre du Dauphiné, où on se souvient qu'il y avait la bosse au départ. Donc voilà, il est déjà parmi les tout grands, mais notamment ce qu'il a fait au Tour des Alpes avec cette victoire laissée à Nicolas Prudhomme, et dans les interviews, on le retrouve dans les interviews qu'il a données en début de semaine là, ça en dit beaucoup sur ce que Paul Sexas représente déjà dans l'équipe Decathlon CMA CGM pour l'année prochaine, AG2R pour cette année encore. Où Paul Sexas il a bien dit, bon moi j'ai dit à l'équipe, notamment c'était très intéressant, et c'est dans le Moscato Show, il dit j'ai signé 3 ans avec Decathlon AG2R, donc en fin de saison dernière pour l'effectif World Tour, comme ça au moins pour 2025 je voulais qu'on me laisse tranquille pour les contrats, je voulais me concentrer que sur le vélo. Premier point. Deuxième point, il dit là ce que je veux faire c'est partir en vacances, et puis ensuite au retour des vacances on va se poser avec l'équipe pour décider de mon programme, et je sais à peu près ce que j'ai envie de faire. Et dans la mise en place de son programme, lui Paul Sexas a déjà je pense une idée en tête de sa saison prochaine, et j'ai quand même l'impression que ce sera limite lui qui aura le dernier mot à 19 ans. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Il a dit que la décision finale lui reviendrait avec évidemment une concertation avec la direction sportive et notamment Sébastien Joly, mais effectivement il a dit que le dernier mot lui reviendrait. Ça en dit beaucoup sur ce qu'il est déjà à 19 ans. Je sais pas s'il y a beaucoup de coureurs dans l'équipe qui peuvent avoir un mot à dire sur leur programme, effectivement. Mais et il y a aussi une chose dont t'as pas parlé, une déclate qui avait été assez marquante, c'est après sa 16e place au mondiaux de contre-la-montre, où il a dit j'ai été nul, voilà, c'est pas du tout une bonne perf, j'ai été vraiment en train de s'auto-flageller, alors que la performance 16e, un Français 16e d'un mondial de contre-la-montre, on n'en a pas eu non plus tous les ans. Donc voilà, ça prouve vraiment son caractère, c'est un caractère de champion, et je pense honnêtement que ça les dirigeants de Decathlon et de CMA CGM le savent, vont très très bien l'entourer, et pour l'instant ça leur donne raison. Et puis on voit aussi que Decathlon, alors CMA CGM est en train de construire une équipe autour de lui. Il y aura Félix Gall en co-leader pour notamment l'année prochaine, mais on voit aussi qu'ils ont recruté un Tige Benoît, peut-être un peu pour l'encadrer, qu'il y aura Gregor Mühlberger qui arrive de la Movistar, expérimenté, Mathieu Riccitello qui est aussi un jeune qui monte et qui pourrait être l'américain qui a brillé sur la Vuelta en fin de saison, aussi quelqu'un d'intéressant autour de Paul Sexas, Antoine Lotte qui est un petit jeune qui arrive de l'équipe de développement de la Decathlon AG2R, qui a fait 3ème du Tour de Lombardie Espoir sur la fin de saison, qui est promu dans l'effectif World Tour. Donc
petit à petit, on est quand même en train de mettre en place une équipe autour de Paul Sexas qui s'affirme, lui, comme le leader. Maintenant, on va voir la question, que doit-il faire pour la saison prochaine? Moi, Voilà, je ne veux j'allais demander absolument si pas t'allais le voir sur le Tour de lancer le France. débat. On a eu beaucoup ce débat en privé tous les deux. Je ne veux absolument pas le voir sur le Tour de France. Je veux le voir sur un programme avec des courses World Tour d'une semaine qui les enchaîne, qui joue le haut du classement, le podium, peut-être la victoire, on va voir sa progression. Qu'il coupe pendant l'été, qu'il se reconcentre sur la Vuelta en fin de saison comme premier grand tour. Toi, je sais que c'est pas ce que tu penses. Ouais, je trouve ça dommage de le garder au chaud jusqu'à la Volta. Surtout, je pense qu'il va être très motivé dès le début de saison. Alors, je comprends ton idée de vouloir y aller étape par étape. Maintenant, je vois pratiquement aucun risque à l'aligner sur le Tour de France dès l'an prochain. Il regarde déjà les meilleurs mondiaux dans les yeux. C'est son rêve de gagner le Tour. Il l'a dit déjà de participer au Tour. Si c'est son rêve, qu'il le découvre tout de suite, tu vois. C'est la prochaine étape, en fait, au vu de son explosion de cette année et de ses performances qui ne cessent de croître. Pour moi, c'est la prochaine étape logique, c'est qu'il prenne part au Tour de France. Il cesse de repousser ses limites et je trouve que c'est intéressant de voir jusqu'où il peut aller, en sachant que tu peux jouer alors, éventuellement le classement général, mais il peut jouer le maillot blanc, il peut jouer les victoires d'étape, il peut éventuellement, s'il est bien, jouer le maillot à poids et si ASO consent aussi à revoir le barème. Et puis s'il se rate, enfin, quel est le problème? Le seul potentiel écueil, effectivement, ça serait la surmédiatisation de Paul Selsas sur le Tour de France et une surmédiatisation en cas d'échec. J'ai envie de dire là le problème ça serait plus les suiveurs et plus peut-être le grand public qui aurait trop d'attentes vis-à-vis de lui à presque 20 ans, mais il faut pas en avoir des attentes à 20 ans. Ça peut être vu qu'il ne cesse de nous surprendre depuis déjà 6 mois, ça ne peut être que positif en fait. Ça fait totalement partie de son apprentissage. J'écoutais tout à l'heure Jérôme Pinault sur RMC qui disait un truc quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'il va devoir aussi apprendre à perdre. Il va devoir apprendre à connaître l'échec, ce qu'il n'a jamais trop connu pour l'instant dans sa très très jeune carrière. Et, et, Un et, et petit peut-être peu qu'un quand échec même. Un petit peu quand même, parce que Paul Sexas, il a notamment un rival chez les jeunes qui s'appelle Jarno Vidar, qui l'a longtemps embêté dans les catégories jeunes. Oui, je parlais chez les Chez les grands, mais grands, effectivement, exactement. oui, évidemment, ça n'a pas toujours été totalement linéaire, mais je pense que aussi, tu vois, connaître un échec sur le tour éventuellement l'an prochain, je pense que ça ferait aussi partie de son apprentissage. Évidemment, pour l'instant, des échecs, il y en a pas connu, il y en a pas connu dans le peloton. Il en connaîtra sûrement, mais je ne vois pas en fait, si tu veux, de risque à l'aligner sur le tour. Au contraire. Voilà, surtout que Dominique Series et CMA-CGM veulent visiblement en faire leur figure de proue et dès Ouais. l'année prochaine. Donc, quel est toi le risque que tu vois tout ça? Une trop grosse charge au niveau médiatique, je pense qu'il va le gérer. Je pense que l'équipe Decathlon CMA CGM va très bien réussir à canaliser un peu la ferveur autour de Paul Sexas, qui n'est pas encore Julien Alaphilippe au niveau de la popularité chez les Français, mais je pense qu'ils vont très bien réussir à le faire. Et d'ailleurs, ils ont totalement changé leur communication depuis un an, en se recentrant vraiment sur une communication propre à Decathlon CMA-CG, enfin AG2R cette année, alors qu'ils externalisaient leur communication il y a encore quelques années. Je pense que moi c'est la charge de course, enfin au niveau des jours de course pour Paul Sexas, l'intensité d'un Tour de France. Je prends l'exemple d'un Lenny Martinez qui a fait un très bon début de saison, mais je regarde le calendrier de Lenny Martinez de cette saison. Il fait le Tour de la Communauté de Valence, il fait le Tour des Alpes-Maritimes, il fait Paris-Nice, il fait le Tour de Catalogne, la Flèche Wallonne, le Tour de Romandie, le Dauphiné, et il arrive au Tour de France. On a l'impression qu'il est à bout de force. Et Lenny Martinez, même en montagne, alors que on le voyait sur le Tour de Romandie faire jeu égal avec Joe Almeida, même le Dauphiné il a traversé comme un fantôme. Il remporte l'étape au Mont-Cenis, mais tu vois, même au Tour de France, on le voit, il est exténué dans les Alpes en tentant de s'échapper pour aller prendre le maillot à poids. Moi, j'ai peur de ça. Et surtout, Paul Sexas, il a comme... Alors, peut-être pas comme modèle, il a pas parlé comme modèle, mais une inspiration qui est Tadej Pogačar. Et aujourd'hui, Paul Sexas suit un petit peu les traces de Tadej Pogačar quand il est arrivé chez les pros, avec une victoire dans le Tour de l'Avenir, et je pense que l'année d'après, il aura envie de faire
que le Tour d'Espagne avec un programme de début de saison axé sur les courses World Tour. Je pense qu'il va revenir à l'UAE Tour, peut-être la volonté de jouer top 5 à l'UAE Tour dans sa progression. Donc jouer petit à petit les hauts de classement des épreuves World Tour pour après s'aligner à la Vuelta, jouer top 5 à la Vuelta, voire podium. Pogacar avait fait 3ème place et 3 victoires d'étape. Jouer le haut du classement sur la Vuelta, peut-être un premier podium déjà en Grand Tour, et se présenter en 2027 sur son premier Tour de France avec vraiment un gros bloc de début de saison, une grosse coupure pour ensuite faire Dauphiné et le Tour de France avec son premier Tour de France en 2027. Je rappelle que l'année prochaine, Paul Sexas n'aura que 19 ans. Il aura, oui, 19 ans et 9 mois, je crois. Au moment Ouais, 20 ans au mois de. Il aura 20 ans au mois de septembre. Le seul problème, c'est que du coup, 2027, ce sera son premier Tour de France. Ouais, mais il aura que 20 ans à peine. Il aura bientôt 21 ans. Il découvrira, si tu veux, le Tour de France, alors que. En avance par rapport à Pogacar quand il a découvert. Quoi qu'il arrive. Oui, mais de toute façon, il est en avance. Il est clairement en avance sur Pogacar, ouais, tout à fait. Pourquoi, alors qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs coureurs français, pourquoi attendre si longtemps, tu vois? Pourquoi attendre 2027? Lui aussi, peut-être qu'il ne réussira pas tout de suite sur le Tour de France, parce que tu vois, c'est quand même rare de réussir le premier Tour de France. Pinot, je crois qu'il fait Thibaut Pinot, je crois qu'il fait à 22 ans, 22 ou 23 ans, il finit 10e. Donc 2014, ça lui a plutôt réussi, mais c'est pas gravé dans le marbre. Donc mais moi je pense qu'il doit s'habituer à courir en World Tour sur des enfin tu vois, apprendre à se placer. Je pense qu'il a montré qu'il était bien habitué déjà, non? Ben oui, non, mais bien sûr, ce championnat du monde, même sur le championnat du monde, hein, il fait 13 ou 14, mais c'est déjà incroyable pour son jeune âge. Il venait peut-être tout juste d'avoir 19 ans, il a peut-être encore 18 ans, c'était dans ces derniers jours. Non, il venait tout juste d'avoir 19 ans avant de partir au Rwanda. On l'a vu sur une classique comme le Tour de Lombardie, il a dans les jambes, mais sur un programme de fin de saison où finalement Paul Sexas avait fait une énorme coupure après le Dauphiné et surtout les championnats de France, une coupure de pratiquement 2 mois jusqu'au Tour de l'Avenir, et la fin de saison c'est que des classiques. Donc moi c'est pour ça que d'ailleurs j'avais pas forcément peur pour Paul Sexas sur la fin de saison, parce que c'était que des courses d'un jour. Comme il y a une bonne capacité de récupération, on le voit sur eh bien, les courses par étapes, c'est un coureur de course par étape, donc il y a une bonne capacité de récupération entre les classiques. Voilà, l'année prochaine j'ai envie qu'il enchaîne notamment en début de saison les courses françaises, qu'il ait Paris-Nice comme premier gros objectif. Bon, peut-être découvrir Liège-Bastogne-Liège. Bah ouais, mais en fait, s'il multiplie les courses par étape d'une semaine, même s'il y a une coupure jusqu'au Dauphiné pour enchaîner au Tour de France, et d'ailleurs c'est toi qui m'avais dit en privé que les championnats de France l'année prochaine sont très montagneux, peut-être qu'on pourrait le voir à l'avance sur le championnat de France, mais en tout cas j'ai pas envie de le voir sur le Tour de France, pas tout de suite. Et certains, et toi-même tu vas me dire pourquoi brider un jeune, il peut découvrir seulement comme ça, mais en fait Paul Sexas, s'il se présente sur le Tour de France, il se présente maintenant, s'il se présente au départ d'une course, faut pas qu'il vienne juste pour y aller. Faut que maintenant il axe ses courses, son programme et sa préparation pour y aller et pour performer. Donc c'est pour ça que pour moi le Tour de France ce serait trop tôt. Je pense qu'il a prouvé que quand il s'alignait en World Tour, il venait pas en touriste. Et puis Oui. Vauclair était dans le même esprit quand il a pris, c'est-à-dire on va voir jusqu'où il va aller. Et au final, il a joué le top 5 sur les deux courses. Il finit médaillé aux Europes. Voilà, je pense quand même qu'il a bien surpris Ouais, sur Vauclair. un jour. Oui, tout à fait. Mais du coup, maintenant, il va falloir aussi qu'il apprenne à faire des courses de 3 semaines. Et je pense que personnellement, c'est dommage vu les promesses qu'il laisse entrevoir d'attendre la Vuelta. Je comprends ton opinion de vouloir le préserver, de vouloir avancer étape par étape. J'étais d'accord avec toi avant ces championnats du monde et ces championnats d'Europe et dans ce Tour de Lombardie. Là, depuis, il a montré qu'il était déjà, je sais pas, parmi les 20 coureurs mondiaux, les 20 meilleurs coureurs mondiaux. Je pense qu'il a sa place largement, vu ce qu'il a montré ces dernières semaines. Donnez-nous votre avis sur la chaîne YouTube, notamment de Vélo Podcast. Team Lohan, Team Dresch. Non, c'est pas le début de la Star Academy, donc c'est pour ça que je me mets en mode Star Academy. Bon, désolé, hein, c'est madame qui regarde la Star Academy. Moi, je suis forcé à regarder, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais voilà, donnez-nous votre avis. Paul Sexas, vous voulez le voir où l'année prochaine? Donnez-nous peut-être votre programme préférentiel pour Paul Sexas. Je me suis amusé à le faire avec Lohan en privé. Voilà. J'avais fait. Tu veux que je le redonne, Lohan? Peut-être le programme que je t'avais sorti. Vas-y. Je vais le retrouver dans nos messages parce qu'on a des gros débats avec Lohan.
chaque fois je vais le retrouver. Voilà, je voulais le voir sur la Marseillaise le 1er février, enchaîner sur l'étoile de Bessèges du 4 au 8. Ensuite partir à l'UE Tour du 16 au 22 février, faire vraiment un gros début de saison en février et en mars avec la Dromardèche, les classiques de Dromardèche au retour de l'UE Tour une semaine plus tard, et puis l'enchaînement Paris-Nice du 8 au 15 mars et Milan-San Remo le 21 mars. En option, peut-être faire le tour du Pays Basque du 6 au 11 avril pour préparer la Flèche et Liège-Bastogne-Liège le 22 et le 26 avril. Ensuite, coupure, le Dauphiné du 7 au 14 comme vraiment un objectif qu'il prépare pendant 2 mois pour se présenter, 1 mois et demi, 2 mois pour se présenter au Dauphiné et jouer top 5 après sa 8ème place de cette année. Enchaîner avec peut-être les championnats de France justement qui seront montagneux, coupure de 1 mois pendant le Tour de France, aller faire peut-être une tournée médiatique sur le Tour de France sur une journée, aller voir un peu les médias, et repartir sur le Tour de l'Ain à la fin du mois de juillet, enchaîner sur le Tour du Burgos début août, et ensuite la Vuelta deux grosses semaines plus tard. Voilà un petit peu le programme que j'aimerais bien avoir pour Paul Sexas, et puis après la Vuelta, voir un peu dans les championnats et le Tour de Lombardie pour la fin de saison. Voilà un petit peu le programme que j'aimerais avoir pour Paul Sexas, qui pour moi serait un gros bloc de début de saison pour performer tout de suite. Ensuite, couper, peut-être avoir 1 ou 2 courses de milieu de saison, pas le Tour de France, et se concentrer sur la Vuelta en fin de saison, avec peut-être encore le Tour de Lombardie. Voilà un petit peu ce que j'aimerais. Tu le veux en pic de forme sur les championnats de France, mais tu veux le faire couper juste après pour pas faire le Tour. Oui, parce que encore une fois, ce serait une course d'un jour. Parce que c'est une course d'un jour, le championnat de France. Et après le Dauphiné, il aura 2 semaines. Voilà, donc. Donc s'il perd sur Paris-Nice ou au Tour de Catalogne, tu diras bah, c'est pas grave, il est programmé pour faire la Vuelta. Ouais, exactement. Ouais. Mais tout le monde attendra d'avoir Paul Sexas sur le Tour de France après ces résultats-là. Si tu m'entends tapoter, c'est que je suis en train de regarder ce qu'a fait Tadej Pogačar en 2019 sur sa première année, où il commence même au Tour Down Under. Tadej Pogačar. Il fait 13ème en sortant des rangs espoirs. Cadel Evans se race, bon voilà. Il rentre, il fait le Tour d'Algarve, il le remporte déjà au mois de février. Strade Bianche, peut-être Strade Bianche, ça pourrait aussi lui convenir, mais c'est la veille du départ de Paris-Nice, donc peut-être pas top. Strade Bianche avec une petite course espagnole, Grand Prix Miguel Indurain. Donc ça c'était 9 mars, 6 avril, on est en 2019. Tour de Pays Basque. Il fait 6ème. Ensuite, il enchaîne sur les Ardennaises. Tu vois, on est un peu dans ça. Il y a eu le Tour de Californie qui existait encore 1 mois après les Ardennaises, 2-3 semaines après les Ardennaises, il remporte le Tour de Californie, il revient pour son championnat national avec une petite course en Suisse, et le Tour de Slovénie, pas de Tour de France, après les championnats, il revient à San Sebastian, et ensuite directement le Tour d'Espagne, et les champions du monde qui avaient découvert en 2019, on se souvient à Harrogate, avec une énorme pluie, la victoire de Pedersen, il avait pris la 18ème place. Tu vois, on est un peu dans ce que je vois pour Paul Sexas, et c'est ce qu'avait fait Tadej Pogačar en 2019 quand il fait podium sur la Volta. À la différence près que Pogačar n'est pas français. Tu as tout à fait raison, et c'est peut-être même t'as tout à fait raison, et peut-être que le sponsor, les 2 sponsors, et Decathlon et CMA-CGM, CMA-CGM propriétaire notamment d'RMC avec Rodolphe Saadé, elle va vouloir mettre de l'argent et peut-être va vouloir Paul Sexas tout de suite. Après, pour moi, c'est pas mon avis. Il faudrait et Paul Sexas, il aura le dernier mot quoi qu'il arrive, je pense, dans le futur. Donc voilà, on verra. Ça serait quand même une surprise de pas le voir au départ du prochain Tour de France. On va voir évidemment comment va se passer son début de saison, mais ça serait quand même une surprise. Pour toi, surtout, j'ai envie de te dire, si le Giro aligne le plateau dont on a parlé en début de saison avec Vingegaard, Del Toro, peut-être Remco, peut-être Ayuso, Almeida, voire Pogačar. Moi, je pense que dans ces conditions-là, tu es un général de Tour de France qui pourrait devenir un peu plus ouvert pour un top 10, voire regarde Kevin Vauquelin cette année, voire peut-être mieux. Hein. Ouais, en effet, quand on a vu Kevin Vauquelin faire 5, Ondelay faire 4, Lipovic faire 3, c'est des jeunes. Jordan Jegat. Jordan Jegat faire 10ème, bien évidemment. Jamais oublier Jordan Jegat. Donc non, mais je comprends ton avis, mais je ne partage pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, tout simplement. Je veux pas le voir sur le Tour de France, je veux le voir sur la Vuelta. Bref, Paul Sexas, on a terminé le débat. On va terminer ce podcast avec 2 petits thèmes. Parler rapidement de Paul Magnier, autre Français qui brille sur cette fin de saison. Assez incroyable. Et Paul Magnier, c'est assez incroyable ce qu'il nous montre sur cette fin de saison. Il a aligné d'ailleurs autour du Guanxi. Il a remporté ce matin la première étape. 15 victoires cette saison.
une fin de saison de dingue, une deuxième partie de saison de dingue qu'il nous fait. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas non plus énormément, évidemment, éclipsé par les perfs de Paul Selsas, mais ce que fait Paul Magnier, c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce qu'on n'aurait pas le successeur d'Arnaud Démare au niveau du sprint français tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas bientôt, enflammons-nous un petit peu, deux pôles en jaune et en vert à Paris prochainement, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai que enfin 15 victoires là dans le peloton pro cette année, c'est exceptionnel. Il a 21 ans. Ouais. Il a 21 ans. Moi, honnêtement, je le pensais pas aussi rapide dans un sprint massif. Je le pensais euh, sprinter qui passe bien les bosses ou puncher sprinter, mais il montre qu'il a vraiment les qualités, la puissance, l'explosivité pour dominer des sprints massifs. Alors évidemment, quand on est à la Soudal aussi, c'est peut-être avec cette science du sprint et des trains sprint, notamment encore sur sa victoire d'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'arriver placé. Mais lui aussi montre de très très belles promesses. On a vraiment une très très belle génération qui arrive là et ça laisse augurer pourquoi pas de belles performances dans les années à venir. Il a eu 21 ans au mois d'avril, Paul Magnier qui est aussi un bon Flandrien. Et ça, Ouais. on voit qu'il a en plus des envies d'aller s'aligner. Cette année, il a fait son premier Tour des Flandres, qui a terminé à la 62e place. Il a fait Gand-Wevelgem. Et sur des classiques de début de saison, notamment le Het Nieuwsblad, le Omloop Nieuwsblad World Tour, il fait deuxième. C'est assez incroyable sur une classique, alors promise au sprinter, mais il fait deuxième derrière Warren Schickel, devant Jasper Philipsen. Il semble avoir les qualités effectivement pour briller sur les classiques flandriennes et sur les pavés. Donc à voir ce que Soudal voudra en faire. Peut-être c'est double objectif des Flandriennes et puis des sprints le reste de la saison. Effectivement, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. On a vraiment une belle petite pépite là aussi. Quand on voit sur ses résultats, effectivement, tu as parlé du Het Nieuwsblad. Il gagne à travers le Hageland. Il fait deuxième du Samin, quatrième de la Bretagne classique. Il a tout raflé en Croatie. Il fait troisième à Oui, la Hambourg. Croatie, en Slovaquie, troisième à Hambourg. Non, franchement, Quatrième à Ploué, après l'année dernière avoir pris la deuxième place à Ploué déjà, donc tu vois, à 20-21 ans. c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et une pensée pour Lukas Kubis, le sprinter slovaque de la Unibet TTMA Rocket, qui fait toujours deuxième derrière Paul Magnier. Il doit le haïr, Kubis, parce qu'à chaque fois, notamment sur le Tour de Slovaquie chez lui, il prend sur les 4 étapes remportées par Paul Magnier, il prend toujours la deuxième place. Là, franchement, et quand il voit Kubis, quand il voit Paul Magnier au départ, il fait SB, vas-y, ça m'énerve. Alors, je pense maintenant je pense qu'il aura envie de se frotter au Grand Tour. Son Tour d'Italie, c'est pas très très bien passé, son premier Oui. cette année. Il a pas pris le départ de la 16e étape, donc voilà. Reste à savoir quel tour. Mais je pense qu'il aura envie de se frotter au Tour Grand de Tour. France ou pas Tour de France pour Paul Magnier? Jeune sprinter Ouais, français. ouais, c'est à mon avis face à Merlier, ça m'étonnerait que Ouais. voilà. Une possible chance d'être leader de sprint sur une étape du Tour, en tout cas pour l'année prochaine. Mais pourquoi pas sur une revanche au Giro, et puis en doublant la Vuelta s'il est en forme en fin de saison, pourquoi pas, ouais. D'ailleurs, Paul Magnier, c'est un résultat qui m'interpelle. Je regarde son année, sa dernière année espoir où il était dans l'équipe de développement de la Soudal Quick-Step. Donc, il remporte le classement par points du Giro Next Gen, de Giro Espoir. Il prend la 15e place du Liège-Bastogne-Liège U23 Espoir l'année dernière. Tu vas me dire, c'est que Liège-Bastogne-Liège Espoir. Mais un profil sprinter comme lui, prendre la 15e place d'un Liège-Bastogne-Liège, je trouve que ça dit pas mal aussi sur sa volonté de ne pas briller seulement sur les sprints. Et aujourd'hui, on sait que les sprinters sont obligés d'être polyvalents. En tout cas, ça a l'air effectivement d'être un coureur plutôt complet, mais comme Paul Setsas, j'ai envie de te dire, qui est un excellent rouleur, qui est un très très bon puncher, très bon classicman. Là, effectivement, Paul Magnier a l'air d'être quelqu'un de très complet, qui passe très bien les bosses, qui est capable d'aller vite sur du plat, sur des arrivées un petit peu plus escarpées. Ça, avec ce profil-là, effectivement, ça lui laisse quand même de très très belles possibilités dans les années à venir. Donc après, qu'est-ce qu'il voudra travailler en priorité? Il faudra lui poser la question. Mais ça a l'air d'être effectivement un coureur très très complet. Ouais. Et dans le ranking Pro Cycling Stats, il est déjà top 15 mondial sur son année 2025. C'est Voilà. assez ahurissant. Ouais.
Alors attends, tu sais quoi, on en direct, on enregistre, je regarde Paul Magnier, et ben Paul Magnier c'est le premier français, tout simplement, avec ses victoires, peut-être grâce à sa victoire notamment, dernière update, voilà, aujourd'hui on enregistre ce mardi, et peut-être avec la victoire, première étape du Tour du Guangxi, il a peut-être doublé Kevin Vauquelin. Au nombre de points, il a doublé Kevin Vauquelin au classement PCS, donc il est le premier français devant Kevin Vauquelin qui a pourtant fait top 5 au Tour de France. Donc bon, voilà, ça en dit quand même beaucoup. 7ème pardon sur le Tour de France, Kevin Vauquelin. Ça en dit beaucoup sur ce que réalise Paul Bagné sur cette fin de saison. Et cette volonté aussi de briller sur tous les terrains. Bon voilà, on a parlé de Paul Bagné, dernier thème de ce podcast et on va y arriver. Paris-Tour. Alors Paris-Tour, pourquoi je voulais en parler? Parce qu'il y a cette image, tout simplement, de fin de course, où Harakiri, les deux Français, Paul Lapéra, Thibaut Gruel. Ils devaient faire 1 et 2, ils font 4 et 5, magnifique. Victoire de Matteo Trentin, très bon week-end avec la 3ème place de Storer sur le Tour de Lombardie. Trentin devant Christophe Laporte, ça fait plaisir de le voir le Français à l'avant après une saison galère. Et Albert Witten Philipsen, retenez ce nom, le Danois, le jeune Danois, là aussi les pépites, 19 ans Albert Witten Philipsen, il a eu 19 ans début septembre. La génération de Paul Sexas. Ouais, la génération qui arrive là, je pense qu'on est pas prêt. Mais ouais, j'aimerais bien entendre ton avis du coup sur cette arrivée de Paris-Tour. Bah, ils ont joué pour gagner, et ils ont pas joué pour faire deuxième. Donc ils se sont fait avoir comme des bleus. Maintenant, il y en a un qui s'appelle Paul Lapéra qui était en possibilité de jouer, qui a déjà été champion de France. Thibaut Gruel, ça aurait été le premier gros résultat de sa carrière. Bon, si tu me permets l'expression, il a joué au con, ils ont joué au con, ils ont perdu, voilà, tout simplement. Ben, à partir du moment où Lapéra prend plus les relais à 1 km 2, Gruel, il a deux options. C'est soit je roule pour sûrement me faire battre au sprint et faire deuxième d'une grande course comme Paris-Tour. Et la deuxième, c'est d'accord, il veut plus passer les relais, ben je passe plus non plus, et puis on va voir qui sera le meilleur au sprint au bout une fois que les autres seront rentrés. Quitte à tout perdre, je pense il s'est dit personne va gagner quoi. Thibaut Louël, il a pas voulu amener Paul Lapéra sur un plateau. Le coup de bluff de Lapéra, il est plutôt bien senti, c'est-à-dire que il veut faire craquer mentalement Louël. Il se dit moi j'ai Bissegger derrière. Oui, d'accord. Après, j'ai pas trop compris cette décla non plus parce qu'avec Bissegger, t'avais Christophe Laporte, Matteo Trentin, Ah oui, en termes de points de vitesse, c'est pas Bissegger qui allait gagner. Non, ça j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Je pense que celui qu'il faut blâmer, c'est surtout le directeur sportif de Decathlon parce que ils doivent faire mieux qu'une 4e place. Ils doivent faire podium, si ce n'est victoire. Il doit faire 1 ou 2 tout simplement. Il doit faire 1 et 2, oui, mais Gruel s'est dit, moi je vais pas l'amener pour faire 2. Ouais, Voilà. bien sûr. Il a eu 10 secondes pour y réfléchir, il a pris sa décision. Ils se connaissent, les jeunes, Paul Lapéra. Ouais. Alors il a 25 ans, Paul Lapéra est un peu plus vieux, mais Thibaut Gruel, il a eu 21 ans au mois de mai, là encore les jeunes. Il a eu 21 ans, c'est un gros caractère, Thibaut Gruel, qui a un peu le profil de Christophe Laporte, en plus jeune, capable de briller sur les contre-la-montre et avec une grosse pointe de vitesse aussi, parmi ses gros résultats cette saison. Donc il y a forcément cette 5e place à Paris-Tour, mais aussi la 3e place aux boucles de la Mayenne, avec une victoire sur le prologue inaugural. Donc tu vois, ça en dit un peu aussi sur sa capacité à rouler en contre-la-montre, et puis une 6e place aux 4 jours de Dunkerque et Grand Prix des Hauts-de-France, avec notamment une 3e place à Dunkerque à la dernière étape. Donc on a chez Thibaut Gruel un gros caractère, et puis aussi un très bon et Thibaut Gruel qui est né à Tours, donc qui était chez lui à domicile. Là, il loupait une énorme occasion quand même. Oui, bon, il dit qu'il s'est fait plaisir et que mine de rien, voilà, il a passé une bonne journée. Non, mais tu me dis, ils se connaissent, c'est deux Français, c'était les deux plus forts, ils arrivent ensemble sur la dernière ligne droite. Voilà, peut-être que Lapéra, au fond, joue au con, c'est-à-dire il fait un pari perdant, il y va au bluff, il fait tapis, il perd. Mais au final, est-ce qu'ils auraient pas dû se la jouer à la loyale? Surtout que je pense que Lapéra avait quand même des chances de gagner au sprint face à Gruel. Voilà, ils auraient dû y aller à la loyale, sauf que personne n'a voulu s'expliquer à 300 mètres de l'arrivée, sauf que personne n'a voulu amener l'autre. Et ils se retrouvent 4 et 5. Voilà. Je pense que c'est quand même pire que Fuglsang et à Philippe Oui. sur Oui. Parce qu'après on avait le retour de Van Der Poel. Bon là, ils sont 1 et 2 à domicile en France pour une grosse victoire. Paris-Tour quand même, ça reste Paris-Tour. Bon voilà, écoute,
On verra Ils bien. s'amusent, Après, hein, c'est ils une ont pris ça comme génération un qui est... jeu. Hein. De quoi? Ils ont pris ça comme un jeu, ils s'amusent. Sauf que Ah je suis ouais. pas sûr que leurs employeurs seront très contents Ouais. de cette déclaration. Oui, et puis après, ça reste une génération qui a un gros caractère. Moi, j'ai l'impression, cette jeune génération, même Bisseguer, il fait 6 hein, derrière Gruel. Mais cette Ouais. jeune génération, elle est sans complexe et il joue pas pour faire deux. Il joue pour la gagne. Mais tu parles de Bisseguer, l'erreur c'est que, alors très bien, si Decat décide de rentrer dans cette stratégie-là, mais Bisseguer doit contrer dès qu'ils reviennent sur les deux. Bah oui. Bisseguer doit faire le coup 10 km et là je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui aurait roulé derrière. Parce que Laporte avait déjà fait un gros boulot, voilà, il fallait que quelqu'un derrière prenne ses responsabilités. Et là, Bisseguer avait une vraie chance de gagner, mais attendre le sprint, alors il n'avait pas les jambes, puis après finalement on l'a vu rouler pour amener la période sprint. Donc là, je te dis, niveau stratégique, ça pose quand même question. Ouais, je pense que c'est dans l'histoire, c'est plutôt les DS de Decathlon et G2R qui sont à blâmer. Hein. Ouais, complètement. On espère qu'ils feront pas pareil avec Paul Sexas sur les futures tactiques. Voilà, juste retenez bien ce nom, Albert Witten Philipsen, c'est sa première année dans le peloton pro à la Lidl Trek. Il a 25 piges, il sort tout juste des rangs juniors et cette année, bon, alors, top 150, ça va peut-être pas vous dire grand chose, mais meilleur jeune du Tour Down Under en début de saison, vainqueur de Paris-Roubaix Espoir. Avant cela, il avait fait 25e des Stradés des grands, chez les grands, 6e à Eschborn-Francfort, 3e du Tour de Hongrie, 2 top 10 sur le Giro Next Gen, voilà, 4e place et sur le chrono et sur la course en ligne des championnats nationaux, et puis en fin de saison notamment 2e des 3 Vallées Varesines et 3e de Paris Tour. Impressionnant. Ah Derrière ouais. Pogacar à Varese, il a été impressionnant. Mais tu te rends compte quand même qu'il fait 2e des 3 Vallées Varesines, qui est quand même une classique qui est vraiment très très escarpée, avec un dénivelé à 3300, pratiquement 3400, et derrière il fait 3e de Paris Tour. Donc c'est vraiment un coureur qui est un multicarte. Il a eu 19 ans au mois de septembre, je le redis, et l'année dernière il courait en junior, il faisait premier de l'Imbugé Val-Romé Tour, devant Paul Sexas et Lorenzo Finn. Donc, et puis il a mis une danse à la concurrence l'année dernière sur l'Imbugé Val-Romé Tour. Est-ce qu'on n'est pas sur une nouvelle génération de coureurs très polyvalents? Tu vois, J'ai entre l'impression. Setsas, entre Magné, Philipsen. Et Pogacar a un petit peu montré la voie finalement. Ouais, bien sûr, même si c'est encore, voilà, comme tu dis, à 27 ans, c'est encore l'autre Ouais. génération. Mais cette génération de 20-21 ans, là, des 2004-2005, ça a l'air quand même très, très, très polyvalent. Et peut-être que des purs grimpeurs ou des purs sprinteurs, dans quelques années, c'est peut-être en voie de disparition des profils purement spécialistes ou purs rouleurs, je sais pas. Pour finalement briller tout le long de l'année. Ouais, c'est l'impression que ça donne en tout cas sur ces petites pépites là qui performent sur tous les terrains. Ouais. Et Albert Witten Philipsen, retenez bien ce nom parce que franchement, et moi voilà, c'est exactement ça que je regarde en 2023 en étant junior 1. Championnat du monde à Glasgow, tu te souviens, qui sont remportés par Mathieu Van Der Poel. On avait un énorme solo de Van Der Poel. Et bien chez les juniors, Albert Witten Philipsen a lui aussi réalisé un énorme solo, donc avec 16 bornes en solo sur au final les 128 qui étaient au programme, et il colle une 20 à son dauphin. Donc voilà, ça en dit beaucoup. Paul Sexas qui termine sur cette course-là, 25e à 3 minutes. Comme tu dis, champion du monde junior, champion de cross-country VTT Oui, junior. il a sauté la Et catégorie puis, espoir pour aller directement chez les grands. donc il brille sur tous les terrains. Et puis quand on gagne Paris-Roubaix Espoir, qu'on fait deuxième des 3 Vallées Varesines et qu'on fait, comme tu l'as dit, troisième de Paris Tour, Ouais. je pense que ça montre un petit peu la palette technique que possède Philipsen. Et quand je dis qu'il a sauté la catégorie espoir, c'est qu'il est parti directement dans l'effectif de Lidl Trek, qu'il l'a parfois mis avec son équipe de développement sur des courses espoir. Voilà, juste Très rapidement. bon rouleur aussi, hein. Ouais, Très très bon rouleur. Ah oui, oui, non, mais attention, hein, je regarde les championnats nationaux du Danemark en contre-la-montre avec un gros niveau. Mats Pedersen qui l'emporte devant Niklas Larsen qui a été la surprise au championnat d'Europe avec sa 3e place, et derrière Casper Asgreen avec 2 secondes d'avance seulement sur Albert Witten Philipsen, devant Preich Petersen et devant Michael Bjerg. Donc ça classe un petit peu quand même ce qu'est Albert Witten Philipsen. À 19 ans, juste pour terminer, Christophe Laporte qui fait
une bonne fin de saison après une année très galère. Il est revenu à la compétition au mois d'août. Pour terminer sa saison, il fait troisième à Binche-Chimay-Binche et deuxième à Paris-Tours. On espère pour lui en 2026 une année à la hauteur de son talent pour Christophe Laporte qui va avoir 33 ans au mois de décembre. Déjà. Ouais, les années passent, ouais. Mais ça fait plaisir de le voir jouer la gagne sur Paris Tour. Effectivement, il a connu une année compliquée. Comme tu l'as dit, 33 ans, les années passent. Mais bon, on espère que, voilà, notamment sur les Flandriennes, il pourra retrouver son niveau. Ouais, et on se souvient que l'année dernière, il avait remporté Paris-Tours, mais qu'il avait eu un virus sur les Flandriennes. Il avait fait un gros début de saison de Flandrienne avant, derrière, de connaître un virus qui l'a notamment privé du Tour des Flandres. Donc voilà, on espère pour 2026 un peu l'année de la renaissance pour Christophe Laporte qui a fait sa pire année depuis son passage chez les pros. C'était en 2014 à la Cofidis. Lohan Benati du Journal Sud-Ouest, un grand merci d'avoir été avec moi pour ce podcast très complet. Je t'en prie, mais tu voulais parler de lycée un petit mot sur Arnaud Démare aussi, je crois. Oui, parler d'Arnaud Démare, dire que ça a quand même été le premier, en tout cas un grand sprinter de l'ère moderne en France. On avait peu de sprinters qui brillaient au très haut niveau. On a eu Nasser Bouhaddi, on a eu Arnaud Démare, pardon. On les a beaucoup opposés et je trouve à tort. Après, il y avait une énorme rivalité dans leur équipe, même Ouais. à la Groupama FDJ à l'époque. Les deux gros caractères, hein. Nasser Bouhaddi était vu comme le méchant, mais Arnaud Démare aussi avait son caractère, elle se laissait pas faire. Voilà. Je peux pas m'empêcher de penser que l'arrêt de l'équipe Arkea qui se profile, hein, l'équipe Arkea BNB Hotel a un peu conditionné, même si Arnaud Démare ne le dit pas, un peu conditionné sa mise à la retraite. Ça me désole parce que Arnaud Démare était tout proche de la barre des 100 victoires et il va buter Ouais. à 97, je crois. Le problème, c'est que depuis 2 ans, ça devenait beaucoup plus compliqué pour lui, hein. Et Il y a beaucoup de deuxième il y a une- place, beaucoup de deuxième place pour Ouais, Arnaud Démare. ouais, il a souvent tourné autour, mais quand tu compares avec son année 2023, où il gagne quand même le Tour de Vendée, Paris-Bourges, il fait quand même encore des placettes. 2022, évidemment, où il est une super année pour lui, où il est encore en pleine possession de ses moyens. 3 étapes du Tour d'Italie, Paris-Tour, 10e de Sanremo, 10e de Gann-Wevelgem, vraiment une super saison. Et puis depuis, c'est vrai que ça a quand même été compliqué. 2023, il réussit Et il y a ce départ en cours de saison en victoire. 2023 de la Groupama FDJ à l'Arkea BNB Hotel, à l'Arkea Samsic à l'époque. Divorce très compliqué avec Marc Madio. Bon, voilà, il a fallu se reconstruire pour Arnaud Démare derrière qui est parti à l'Arkea pour la fin de saison 2023. Ouais, totalement. Mais bon, je pense que à 34 ans, voilà, espérer les 5 victoires, c'est vrai que ça devenait de plus en plus hypothétique. Mais le grand monsieur, le plus grand sprinter du siècle, évidemment, et de En France, loin, hein. voilà. Oui, bien sûr, le plus grand sprinter français. Voilà, Milan-San Remo de Paris-Tour, 10 étapes de Grand Tour. Peut-être petit regret de ne pas avoir gagné sur la seule Vuelta à laquelle il a participé. Ça aurait été aussi une manière de boucler la boucle avec ses victoires sur le Grand Tour. Mais voilà, franchement, chapeau Monsieur Démare et bonne retraite. Ouais, 2 fois vainqueur du classement par points du Giro, vainqueur de Milan-San Remo forcément. En 2016, on s'en souvient, 8 victoires d'étape sur le Tour d'Italie, 2 victoires d'étape sur le Tour de France. C'était Ils Monsieur viennent de Arnaud. Paris-Roubaix. Comment? Ils viennent de Paris-Roubaix. Ouais, exactement. Voilà, c'était Monsieur Arnaud Démare et franchement, voilà, à 34 ans, il a quand même bien mérité sa retraite. Ah, il est du 26 août 91. Je suis du 19, tu vois, on est à peu près du même âge. Et moi du Voilà. 29. On n'a pas la même carrière. Bon, voilà. Pour Arnaud Démare, je regarde quand même cette année, hein. Il fait 2 fois deuxième à l'Étoile de Bessèges sur des étapes au sprint, deuxième à la première étape de Paris-Nice, quatrième à la classique de Dunkerque, juste avant les 4 jours de Dunkerque, quatrième à Copenhagen Sprint, nouvelle classique World Tour. Bon, le Tour de France, il y a du mal à briller sur les sprints massifs, seulement une 13e place à Châteauroux, 2 fois deuxième des 2 premières étapes du Tour Poitou-Charentes, avec une 5e place à la dernière étape à Poitiers. Il a vraiment tourné autour 97 victoires dans sa carrière. Il était tout proche de remporter les 100 victoires, c'était peut-être son objectif. Bon voilà, il arrive en fin de contrat après 2 ans et demi à l'Arkea BNB Hotel. Bon vent, Arnaud Démare. Voilà, Lohan, je crois qu'on a terminé, on a fait le tour de ce podcast. Écoute, merci encore pour l'accueil cette année, Guillaume. Et puis, écoute,
longue vie à Vélo Podcast. Et puis, on souhaite une année prochaine. J'imagine c'est le dernier de l'année. Alors, on va essayer de faire, voilà, au niveau des sports, au niveau des podcasts sportifs, des résultats sportifs, forcément, on arrive en fin de saison. On aura peut-être des bilans sur les montées et les descentes, avec la chute vertigineuse à venir de la Cofidis. On va voir ce que ça va donner sur la dernière course de la saison. Va y avoir la présentation du Tour de France qui va arriver dans 10 jours maintenant. Donc, on est sur une fin du mois d'octobre. On va parler un petit peu de sportifs. On va essayer, je dis bien, sur les mois de novembre et de décembre, parce que déjà en décembre, on sera déjà sur le début de la saison suivante. On va essayer de proposer quelques contenus, quelques podcasts. Donc il faudra rester connecté, notamment sur la chaîne YouTube des Vélo Podcast, sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, et puis aussi sur les réseaux sociaux de Vélo Podcast. On va essayer de faire quelques émissions quand même. Ouais, je l'avais oublié que t'arrêtais jamais là. Ah ben forcément, on est toujours là. On y va à la maille, au mastoc, hein. On y va. Et on attendra janvier pour les prochaines cours donc. Ah oui, ça va revenir à la mi-janvier avec le Tour Down Under, et puis on fera les présentations habituelles de début de saison. Là, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aussi pendant cette année. Alors, on n'est pas encore sur les derniers podcasts, hein, mais on va un peu continuer. Mais je te remercie d'avoir intégré la bande de Vélo Podcast. Ça a été cool. Et puis voilà, on va voir pour la suite maintenant. Il y a toujours à dire. Écoute, plaisir partagé. Merci à vous, et puis on salue FP aussi. Oui, alors on devait enregistrer avec FP ce soir. On enregistre ce mardi soir pour tout vous dire. On devait enregistrer avec FP, le problème, il est papa, et quand il est papa, il a des petites galères à gérer parfois. Bon, voilà, on salue FP aussi, qui n'a pas pu être là. Un grand merci à toutes et à tous pour vos nombreuses écoutes. Encore une fois, on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast pour parler encore de vélo, parce qu'on parle toujours de vélo. Ciao, ciao. Salut à tous.